أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes honorables frères et sœurs, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, que je considère être un sujet important, et je déplore souvent que ce sujet n'a pas été beaucoup traité par des savants musulmans. On sait qu'avec le déclin de l'islam en tant que civilisation, il y a plusieurs sujets qui n'ont plus été traités ou qui n'ont pas été continués par les musulmans et qui ont été repris par la civilisation occidentale. Et c'est le cas du sujet duquel je vais parler aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui a beaucoup de liens avec beaucoup de disciplines, notamment les sciences du langage, la sociologie, la psychologie. Et on se rend compte que depuis déjà plus d'un siècle, ce sont en majorité des Européens et des Américains qui ont beaucoup avancé sur le sujet. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Parce que si on parle de la science du langage, de ce qu'on appelle la philosophie du langage, on doit retenir un nom, c'est le cercle de Vienne. À Vienne, c'est élaboré un cercle de penseurs, de mathématiciens, de logiciens, qui ont pris le langage comme étant quelque chose de logique. Ils ont pris le langage comme étant quelque chose à analyser, comme étant un système bien formalisé qu'il s'agit de comprendre pour comprendre l'humain. Et c'est pour ça que la plupart de ces gens-là étaient des logiciens. Ils marchaient avec logique. Et c'est pour ça aussi que leur philosophie du langage s'est appelée une philosophie analytique. Parce qu'elle analyse en termes et elle tire des conclusions logiques. Il y a plusieurs penseurs dans ce cercle de Vienne, notamment, je vais juste en citer quelques-uns très célèbres, Bertrand Russell, mathématicien, philosophe, Frege, un grand mathématicien aussi, très connu pour la logique, et un Allemand qui s'appelle Wittgenstein, un juif allemand qui a beaucoup avancé sur le sujet et qui a aussi été célèbre parce que sa philosophie insistait plus sur ce qu'il ne fallait pas dire que sur ce qu'il fallait dire. Et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié chez ce penseur, c'est qu'il disait faisons la rupture avec les philosophes du XVIIIe, du XIXe siècle. Arrêtons de parler de la mort et de l'amour et de l'humanité dans des termes que nous ne comprenons même pas. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce que nous comprenons, mettons-nous d'accord sur ce que nous savons, mettons-nous d'accord sur les références auxquelles on va se référer avant de parler à gauche et à droite, parce qu'en fait, on se rendait compte que les philosophes, notamment les philosophes allemands du XIXe siècle, étaient idéalistes et parlaient de plein de choses, de la métaphysique, etc., plus par les émotions que par la raison. Et s'il y a bien une chose que le cercle de Vienne est venu remettre au centre du village, c'est un peu de logique, un peu de pensée rationnelle. Mais le problème, évidemment, c'était que c'était tous des athées. Non seulement des athées, mais des athées militants. C'est pour ça que j'avais dit pour le meilleur et pour le pire, c'est que c'est dommage que ce ne soient pas des savants musulmans qui ont vraiment continué cette science-là, parce qu'ils n'ont pas justement intégré toutes les conclusions qu'on pouvait émettre grâce à notre dîn, grâce à notre iman, grâce à tout ce qu'on sait via le Coran, etc. Et je suis convaincu que s'il y a la civilisation islamique reprend du poil de la bête, je suis convaincu qu'on pourra se réapproprier ce sujet-là et y remettre ce qu'il y manquait dedans. Donc aujourd'hui, mon exposé va plus traiter des aspects profanes que de l'aspect religieux, pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai envie d'insister sur ces aspects profanes que je trouve qu'on ne connaît pas assez. Deuxième raison, s'il fallait que j'aborde l'aspect religieux, il aurait fallu encore plus de temps et surtout une maîtrise du sujet que je n'ai pas assez. Donc, première chose, rentrons dans le vif du sujet, il faut savoir que, pas mal d'entre nous, à mon avis, le savons déjà, l'être humain est pétri de ce qu'on appelle des représentations sociales. Parce que dans le sens commun, la plupart des gens pensent que voilà, j'ai un bic et j'ai des yeux, je vois ce bic et mon cerveau n'analyse rien. Il prend le bic tel quel. C'est-à-dire qu'il y a un bic et c'est la seule information. Et on s'est rendu compte en travaillant sur la philosophie du langage, sur la psychologie, que le cerveau était quelque chose de
très très malléable, qu'il travaillait à travers des filtres et des grilles de lecture. Et on s'est rendu compte de ça à travers plusieurs expériences que je vais détailler dans la suite. Et c'est vraiment une découverte, entre guillemets, révolutionnaire, en tout cas révolutionnaire pour l'Europe naissante, qui est que, en fait, l'être humain, très diversifié, travaille à travers des grilles de lecture et à travers la même réalité, on peut avoir des interprétations très différentes. Et c'est une chose totalement révolutionnaire et sur laquelle il faut insister parce que ça a beaucoup de répercussions sur la société. Il y a eu les pères de la sociologie moderne, Max Weber et Émile Durkheim. Ils ont défini premièrement la représentation, puis il y a eu de plus en plus de définitions. Et la définition classique qu'on donne dans les cours de sociologie aujourd'hui, c'est, je vais vous la donner telle quelle, la représentation sociale, c'est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, donc chaque terme a vraiment son importance, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Donc c'est une forme de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de connaissance possibles. Il n'y a pas une seule forme de connaissance possible, il y a plusieurs formes de connaissance. La représentation sociale est une de ces formes-là. Elle est socialement élaborée, ça veut dire que c'est pas je nais dans un endroit et puis je me construis moi-même. La société l'a véritablement construite. Elle l'a construite pourquoi? Pour offrir une façon de voir le réel. Et pourquoi est-ce qu'elle construit ça? Mais en fait pour donner un sens à un ensemble social. Donc on se rend compte que chaque société construit des systèmes de valeurs à travers lesquels on va pouvoir interpréter la réalité et chose plus importante encore, à travers laquelle on va agir. Vous comprenez? Donc on voit une réalité, on la comprend à travers des grilles de lecture qui nous ont été transmises et c'est ça qui va nous donner une impulsion pour agir. Et cette représentation sociale, donc, c'est pas la même chose que la réalité. À travers une réalité, vous pouvez avoir plusieurs représentations sociales différentes, très très influencées par la société environnante tout simplement. Ça ne veut pas dire que chaque individu dans une société donnée voit les choses de la même manière, on est toujours assez différents, mais que dans ces différences-là, au sein d'une société donnée, on va avoir une façon de voir bien définie. Okay? Et par exemple, l'exemple très connu, les Esquimaux, ils ont, je crois, 39 termes différents pour désigner le blanc. Pourquoi? Parce que dans leur société, le blanc est omniprésent à travers la neige, Et donc, eux, puisque leur société est basée beaucoup sur la neige, sur le blanc, leur langage, en fait, c'est énormément diversifié et ils ont 39 façons de voir le blanc et donc ils ont 39 façons d'analyser la société environnante, chose que ne ferait pas dans le désert du Sahara un peuple qui est dans le désert du Sahara, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de connaître cette réalité sociale-là. Donc ici, quelque chose qui est vraiment intrinsèque dans la définition, c'est la complexité. C'est extrêmement complexe d'analyser les représentations sociales. Pourquoi? Parce qu'en fait, on analyse comment le cerveau réagit à la société donnée. Or, le seul instrument qu'Allah nous a donné biologiquement pour analyser les cerveaux, c'est notre propre cerveau. C'est-à-dire qu'on est auto-limité. Comprenez? Si on part du principe qu'on n'avait pas de Coran, qu'on n'avait pas de Sunna, etc., bon, on serait vraiment perdu parce que notre seul outil de mesure pour comprendre le cerveau, c'est notre cerveau lui-même. Comprenez? Donc on est déjà limité. Et alhamdoulilah, c'est pour ça qu'on a le miracle qu'est le Coran, etc. Parce que ça nous donne justement une grille de lecture et une façon de voir le monde qui, sans cela, on serait complètement perdu. Et c'est pour ça que il y a une telle diversité de sociétés et une telle diversité de grilles de lecture différentes. Cette complexité a fait dire à un philosophe qui s'appelait Régis Debray que peut la réalité face aux représentations. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il peut dire que certes, il y a une réalité, mais les sociétés construisent des grilles de lecture tellement différentes que les gens sont plus attachés à leur grille de lecture qu'à la réalité. Ils sont plus attachés à leur grille de lecture qu'à la vérité. Et à la limite, certains qu'on appelle les postmodernes disent qu'il n'y a pas une vérité. Pour chaque grille de lecture, c'est sa vérité. Ce qu'on appelle la position relativiste. Toi, tu es telle culture, telle religion, telle philosophie. Il a sa vérité, tu as ta vérité. Personne n'a la vérité authentique. Ce qu'on appelle le relativisme, qu'après mai 68 est devenu comme une norme commune. Mais donc, comme c'est complexe, c'est difficile de pouvoir analyser ça d'emblée. C'est comme lorsque on veut faire des mathématiques, si on part du principe qu'on va étudier les équations différentielles aujourd'hui, tout le monde va dire ouais, mais c'est trop complexe. Avant
apprendre ce que c'est une équation différentielle, il faut apprendre les bases. C'est quoi les bases? C'est l'addition, la soustraction, la multiplication, les opérations élémentaires. Alors c'est quoi les bases des représentations? C'est ce qui fait l'humain. Ce qui fait l'humain, c'est un être parlant, c'est le langage. Le langage fait l'homme, c'est quelque chose qui traverse toutes les sociétés. C'est une règle commune, inébranlable, depuis que l'humain existe, il parle et il agit à travers le langage. Donc avant d'étudier précisément la question des représentations sociales, il convient de s'attarder sur les mots et sur le langage, et on se rend compte qu'à travers cette banalité, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait le penser. Donc, le langage, qu'est-ce que le langage? Est-ce qu'on peut vraiment définir ce que c'est le langage? J'ai déjà donné un élément de définition ici, c'est que c'est proprement humain. Alors vous allez me dire, c'est logique, mais il y a eu des débats sur ça. Il y a eu énormément de débats sur le langage et sur la place que ça avait à travers l'humain. Le psycho-philo-linguiste qui faisait autorité au début du XXe siècle, il s'appelait Skinner. Et Skinner, lui, il avait une philosophie qui consistait à dire que le langage, ça fait partie de la culture. C'est en dehors de l'humain et on apprend ça aux enfants. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien ne pas leur apprendre le langage. C'est un apport qui vient de l'extérieur qui pourrait très bien ne pas être là. Et c'était l'autorité en linguistique pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que Noam Chomsky, qui est le linguiste le plus célèbre, il est encore vivant, le linguiste le plus célèbre depuis, est venu contester. Il a dit non. Moi, d'après mes études, et il étaye ça avec des arguments très, très solides, moi, ma thèse, dit-il, c'est que le langage est proprement humain. Il fait partie de l'homme, tout comme l'organe, tout comme le foie, le cœur, le rein font partie de l'humain. On ne peut pas l'en séparer. Et il disait en fait, si je prends une bouteille vide, ce que Skinner disait, parce qu'en fait il faisait un débat avec Skinner, ce que Skinner disait c'est que en gros l'humain est une bouteille vide et le langage serait l'eau, on peut le remplir ou non. Vous comprenez? Il a dit moi je propose une autre métaphore pour désigner ce que c'est le langage. Pour moi c'est comme une pièce, vous avez un interrupteur. Lorsque vous dites le premier mot à un enfant qui vient de naître, vous allumez l'interrupteur. Mais l'interrupteur, il était déjà là. C'est quelque chose qui est inné. C'est le fait, en fait, de parler à un enfant qui actionne cet interrupteur-là. Et donc, il est venu briser l'image précédente, amener une nouvelle image qui, depuis, fait consensus. Maintenant, il est admis que le langage fait partie intégrante de l'humanité. Et il y a même eu des expériences assez douloureuses, d'ailleurs, qui ont fait beaucoup de débats de manière éthique. On a séparé deux groupes d'orphelins. Au premier groupe, on a dit aux personnes qui s'en occupaient de parler de manière agressive et désagréable. Et au deuxième groupe, de ne pas parler du tout. Le groupe d'enfants auquel on ne parlait jamais, qui était coupé complètement du langage, ont fini par mourir. Ça veut bien dire que c'est une composante essentielle de l'être humain. Donc, premier point important dans le langage, c'est qu'il y a la structure innée versus la structure acquise, et que c'est la structure innée qui fait aujourd'hui consensus. Et il y a quelque chose, je fais une petite parenthèse ici, qui a été très intéressante dans le travail de Noam Chomsky, c'est que Noam Chomsky, il nous dit, à travers toutes les études que j'ai faites, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une autre structure qui paraît innée dans les êtres humains. C'est la distinction entre le bien et le mal. Et ça, contrairement à ces travaux sur le caractère inné du langage qui fait consensus, ça ne fait pas consensus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que non, le bien et le mal, c'est aussi culturel, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'homme, on le choisit, bref. Eh bien lui, il dit non. Il dit, je suis convaincu, après mes études, qu'il y a dans l'humain quelque chose qui lui permet de distinguer du bien et du mal, qui est comme l'interrupteur du langage. Il y a un interrupteur du bien et du mal, mais il dit, je serais incapable de vous le prouver scientifiquement. Donc prenez-le comme une hypothèse, parce que Noam Chomsky est un des héritiers du cercle de Vienne et de ses logiciens. Il n'aime pas avancer quelque chose sans preuve. Et donc c'est très intéressant, nous en tant que musulmans, de l'entendre parler, parce qu'on se dit, tu n'as pas la preuve scientifique dans le sens moderne et occidental du terme, mais nous on a la preuve, en tant que révélation divine, que l'humain est un être qui sait ce qu'est le bien et le mal, et qui sait poser des choix en conséquence. Donc, maintenant ceci étant posé, on va commencer à parler de certaines expériences qui ont mis en évidence le fait que le langage est important, que le langage est la base des représentations sociales. Le premier qui a vraiment apporté sa brique à l'édifice théorique sur le langage, il s'appelle John Langshaw Austin, et il a écrit un bouquin dont rien que le titre est révélateur. C'est « Quand dire, c'est faire ». Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Là aussi, il brisait des préjugés à l'époque. Il disait « Dire, ce n'est pas juste parler, c'est agir en même temps ». C'est agir parce qu'en fait, on se rend compte que dans certains, ce qu'il appelle des actes de langage,
En fait, on crée une réalité qui n'existait pas auparavant. Et ça a révolutionné la façon dont on voyait le langage avant. Avant, on pensait que la parole, c'était une chose volante. Ben, vous le dites pas, ben, qu'est-ce que ça change au fond? Ben, en fait, non, lui, il part d'une posture totalement différente et il dit dire, c'est faire. Et il appelle ça un acte de langage ou l'effet perlocutoire. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce travail-là parce qu'il est très théorique. Ce qui est plus intéressant, c'est les conséquences pratiques et les expériences pratiques. Mais une des expériences pratiques, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. La prophétie autoréalisatrice montre à quel point un bête mot, une bête phrase peut créer la réalité qu'elle énonce elle-même. C'est-à-dire que si il ne l'avait pas dit, elle n'existerait pas. Quand je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Si je dis, je ne sais pas moi, prenons une banque, je sais pas, la Société Générale ou Dexia, mettons que c'est une banque qui est en bonne santé économique. Et je dis à travers les médias sociaux, etc., il y a une rumeur, Dexia, en fait, est en quasi-faillite, mais elle n'ose pas le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand on entend ça, tous ceux qui ont un dépôt chez Dexia vont aller retirer leur argent. En retirant leur argent, ils vont créer un mouvement de panique. Parce que même ceux qui sont convaincus que Dexia va bien, ils se disent « Ouais, mais si les gens y croient et qu'ils viennent retirer leur argent, ben effectivement, Dexia va se sentir mal. » Et donc, à travers une phrase, on peut créer la réalité qui n'existait pas lorsqu'on l'avait pas dite. Comprenez? Ça, c'est un acte de langage. Un autre exemple qu'on connaît bien, imaginons une personne totalement de bonne humeur à qui vous dites « Mais toi, tu as un souci, non? » « Si, je vois que tu as un souci. » Ben, ça peut créer une situation qui n'existait pas auparavant. Donc on voit que je ne suis pas obligé de donner une baffe à quelqu'un pour le mettre de mauvaise humeur. À travers juste un langage, je crée la réalité que j'énonce en même temps, ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que cette prophétie se réalise parce que je le dis en même temps. La réalité qui fait que derrière des mots, il y a des représentations et que les mots sont la base des représentations sociales, il y a une expérience que je cite souvent parce que je trouve qu'elle illustre vraiment très très bien la base de ce problème-là. C'est une expérience qu'on a faite dans une université américaine. Imaginons que je projette ici une vidéo d'un accident entre deux voitures. Vous allez me dire, c'est une réalité impossible que vous l'interprétiez différemment. Chacun va avoir un accident. C'est pas possible de l'avoir autrement. On a tous les mêmes yeux, le même cerveau. Et pourtant, on a fait une expérience assez intéressante. Imaginons que je sépare en groupe de deux. À vous deux, je pose une question. À vous deux, je pose une question. Et les questions sont identiques à ceci près que le mot est connoté différemment. À vous deux, par exemple, je veux dire à quelle vitesse les voitures se rentrent-elles dedans. À vous deux, je veux dire à quelle vitesse les voitures se touchent-elles, se tamponnent-elles, se sinistrent-elles, etc. Et on va vous demander une estimation. Et lorsque je vais recueillir tous les résultats, je vais remarquer qu'en fonction du terme que j'ai utilisé, l'estimation de la vitesse change. Les personnes à qui j'ai utilisé un terme connoté fort, avec une vitesse rapide, vous allez avoir tendance à estimer la vitesse élevée. Tandis que ceux à qui j'ai posé la question, à quelle vitesse se sont-elles touchées ou tamponnées, ils ont tendance à estimer la vitesse basse à travers la même vidéo, c'est-à-dire à travers la même réalité. C'est pour ça que je pense qu'il est bien de revenir sur les expériences les plus simples. Parce qu'on se dit, si à travers juste un petit mot, je peux changer votre perception de la réalité, que dire alors des systèmes de représentation sociale et des idéologies et des croyances? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si à travers un petit phénomène, je peux changer votre façon de voir les choses, à travers des grandes idéologies, à travers des grands penseurs, je peux complètement vous dévier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect extrêmement important que Austin avait déjà relevé théoriquement et qui a été montré en pratique, notamment par un sociologue qui s'est beaucoup intéressé à la question du langage, il s'appelle Pierre Bourdieu, qui a écrit aussi un livre dont le titre veut dire plein de choses. Il dit ce que parler veut dire, dans le sens où parler, ce n'est pas juste un élément, il y a énormément de choses derrière cette chose-là. Chomsky a aussi théorisé sur ça, il a appelé cette théorie-là la compétence du locuteur, et Austin aussi en parlait. C'est des termes, des langages différents, mais dites par des émetteurs différents. Et il suffit, par exemple, de prendre une personne, de lui mettre une blouse blanche ou un képi pour que sa phrase change totalement le rapport que vous avez à cette personne-là. Bon, Austin, il prenait un exemple assez simple. Il suffit d'avoir, par exemple, un juge, il dit la séance est levée, bah, la séance est levée. Tout le monde quitte la salle, etc. Par contre, l'avocat général se lève, se dit la séance est levée, ou l'avocat de la défense se lève, dit la séance est levée, personne ne va se lever. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'autorité derrière, la compétence du locuteur
pour pouvoir dire la séance est levée. Donc cette phrase-là, ce n'est pas juste une phrase. Derrière, il y a tout un système de représentation qui agit, et on se rend compte avec l'expérience de Milgram, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez l'expérience de Milgram, c'est une expérience que Milgram, c'est le nom de la personne qui l'a faite, il ne s'attendait pas aux résultats. Il savait qu'il y aurait quelques résultats, mais il ne s'attendait pas à ce que ça réussisse aussi bien. L'expérience est assez simple. Mettons que tu es comédien, tu fais partie de mon expérience, et mettons que Soufiane soit la personne que j'invite, et mettons que je mette une blouse blanche. Je ne suis absolument pas docteur, je ne suis absolument pas de médecin, mais je mets une blouse blanche, et je dis, je vais poser des questions à Abd Sabour, et je mets quelques fils électriques, je le contacte avec un circuit, et je pose des questions à Abd Sabour, et je dis à Soufiane, toi tu as la liste des réponses. À chaque fois qu'il me donne une mauvaise réponse, tu donnes une impulsion électrique. Première impulsion, 50 volts, s'il fait une deuxième erreur, 100 volts, et ainsi de suite. Okay, et Abd Sabour fait évidemment exprès de dire quelques bonnes réponses et quelques mauvaises réponses. Seulement, le circuit électrique est un dispositif fictif, il ne fonctionne absolument pas. Mais Abd Sabour joue bien le jeu et il fait semblant d'avoir mal. Et il fait semblant d'avoir de plus en plus mal au fur et à mesure. Et il y a un moment où la personne hésite, mais moi je dis non, tu continues. Ça fait partie de l'expérience, tu peux pas la saboter, tu continues. Et on s'est rendu compte qu'une proportion écrasante des gens, rien que parce que la personne a une blouse blanche, alors ce qu'elle disait revêtait une autorité qu'il n'y avait pas si la personne n'avait pas mis de blouse blanche, si la personne ne se présentait pas comme un médecin, etc. Il y a même quelque chose d'encore plus choquant, c'est que dans le bouton que Soufiane actionne, il y a une limite qui s'appelle limite mortelle. Alors vous allez me dire, non mais personne n'a franchi cette limite mortelle. Eh bien, il y a une bonne part des gens qui ont franchi cette limite mortelle, à tel point qu'Abd Sabour crie de douleur. Donc c'est pour vous dire à quel point, et ça aussi je pense qu'il y a des conclusions à tirer en tant que musulman, etc. Lorsqu'une personne se présente entourée d'un halo d'autorité, il peut dire des choses absolument idiotes, des choses que même un enfant de 5 ans pourrait considérer comme étant idiot, mais on va le faire. Vous avez déjà vu ça avec les caméras cachées, où un policier dit, un faux policier, dit montez sur la voiture. Faites un tour sur vous-même sur la voiture. Et une proportion écrasante de gens le font. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à se rendre compte. Donc on voit que le pouvoir des mots a souvent été un pouvoir utilisé pour écraser, pour dominer, pour manipuler, et notamment pour créer ce qu'un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman a appelé stigmate, qui est d'ailleurs le titre de son livre principal. Le stigmate, c'est le fait de créer un terme qui va désigner un groupe minoritaire, et c'est à travers ce terme-là, et non pas à travers un autre terme-là, que cette minorité va être vue par les autres, par la majorité. Okay ? Le terme le plus célèbre, c'est aux États-Unis le terme noir. On colle un terme issu de la réalité. Évidemment, ils ont la peau noire. On va le coller à une communauté, et tout ce que feront, tout ce que diront, tout ce que voudront cette minorité ne sera pas vu comme étant ce que disent des gens, des êtres humains, mais avant tout comme étant des noirs. Et lorsque vous connotez le mot noir à des termes négatifs, alors tout ce que feront, voudront, seront ces noirs sera vu négativement. Et c'est ce qu'on appelait un stigmate. Et d'ailleurs, lorsque vous regardiez, encore maintenant, mais avant, beaucoup plus, le dictionnaire Oxford de référence des années 30 ou 40, et que vous regardez le mot noir, vous avez obscur, ténébreux, sombre, violent, agressif. Vous avez toute une série de termes connotés qui ont l'air d'être objectifs, mais qui sont éminemment subjectifs. Donc la création du stigmate, c'est aussi le pouvoir d'un mot. À travers un mot, et nous en tant que musulmans, on le sait très bien, à travers un mot, on peut désigner un ensemble de personnes, et chaque fois que vous voudriez faire quelque chose, ou que vous dites quelque chose à titre individuel, il y aura un filtre, un véritable filtre qui va se faire au sein de la société majoritaire, et ils vont vous interpréter à travers ce mot qu'ils vont vous coller, et pas un autre. Le terme stigmate est un terme très important. Donc, pourquoi est-ce que au XXe siècle, cette dynamique-là du mot est devenue de plus en plus importante? Mais pas tout simplement parce qu'on est rentré dans une société de l'information. On est rentré dans une société de la démocratisation scolaire. Les gens apprennent à lire, apprennent à écrire et sont de plus en plus eux-mêmes des gens parlant, agissant à travers le langage. Avant, lorsque le prince, en sciences politiques, on désigne souvent le prince pour dire celui qui dirige, mais ça peut être un parlement, un roi, n'importe quoi, mais on dit le prince. Lorsqu'il voulait prendre une décision, il prenait la décision. Il l'appliquait de force. Mais au fur et à mesure du temps, à travers la démocratisation scolaire, etc., il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus aisé de devoir convaincre les gens. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'en convainquant les gens, on avait en plus l'assentiment populaire, le prince s'est dit qu'il fallait avoir la science du langage, la science du mot, et que c'était la meilleure manière d'asseoir son pouvoir.
Donc cette société de l'information a vraiment créé un tournant, et c'est pour ça que lorsque vous êtes un expert de la société de l'information, etc., vous êtes plus souvent coopté du côté du pouvoir que du côté des dominés. Comme disait d'ailleurs Chomsky, la propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature. Avant, la dictature devait utiliser la matraque pour pouvoir imposer ses décisions. Aujourd'hui, c'est la propagande. Et la propagande, ça vient de quoi? Ça vient de propager. Propager quoi? Propager des mots. Propager des mots qui, au fur et à mesure du temps, vont mettre des idées en germe dans les cerveaux des personnes. Je vais d'ailleurs citer une anecdote célèbre pour illustrer ce tournant-là. Le tournant de la société de l'information, on peut la situer globalement après la Première Guerre mondiale. Parce qu'à la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que dans le chef de l'État américain, il voulait rentrer en guerre. Il voulait rentrer en guerre aux côtés des alliés européens contre l'Allemagne. Alors qu'en 1914, le président a été élu sur base d'un programme il disait qu'il n'allait pas entrer en guerre. Il s'est dit, mais le problème, c'est que maintenant, il y a des journaux, il y a des émissions de radio, on ne peut plus rentrer en guerre comme le faisaient les gens. Il faut maintenant convaincre les gens. Comment on va convaincre les gens? Il a créé une commission qui s'appelle la commission Creel, parce que le journaliste qui la dirigeait s'appelait Creel, et ils se sont rendus compte qu'il y avait toute une série de mots connotés qu'on pouvait utiliser et qui permettaient de convaincre les gens qu'il fallait faire la guerre sans devoir user de la matraque, à travers comme l'expérience que je vous ai mis avec la voiture. Si je veux que vous interprétez l'accident comme étant un accident violent, j'utilise des termes connotés violemment, et inversement. Et donc, si je veux utiliser des termes pour la guerre, déjà, je n'appelle plus mon ministère de la guerre. Je l'appelle ministère de la Défense. Avant, on disait ministère de la guerre. C'était quelque chose qui était totalement répandu en France, en Belgique. On disait ministère de la guerre. On ne disait pas ministre de la Défense. On s'est dit, tiens, la guerre, c'est connoté négativement, etc. Ben, disons ministère de la Défense. Parce que qui va dire que se défendre, c'est mal? Personne ne va dire. Et donc, en fait, en gros, on se rend compte que je vais utiliser l'image du cheval de Troie. Le cheval de Troie, par exemple, c'est le virus. Vous téléchargez un logiciel en croyant que c'est ce logiciel-là que vous téléchargez, mais en dessous de ce logiciel-là, il y a un autre programme beaucoup plus vicieux dont vous n'avez absolument pas conscience de l'existence. Alors, lorsque j'utilise des mots, parfois j'utilise des mots, vous les prenez comme tels, sans vous rendre compte derrière la réalité qui s'y cache. Et à la sortie de la guerre, il y a toute une série de personnes qui se sont dit, mais la propagande, c'est génial, ça marche super bien. Tout le monde était, ouais, il faut faire la guerre. Enfin, ça a marché du tonnerre. Donc ils se sont dit, pourquoi l'utiliser que pendant le temps de guerre? On va l'utiliser pendant le temps de paix aussi, puisque ça marche si bien. Ils se sont dit, par contre, le mot propagande, là, il marche pas si bien. Il est pas terrible, parce que le mot propagande est connoté guerre. Ok? Donc ils se sont dit, notamment une personne, qui est le neveu de Freud, qui s'appelle Bernays, et qui s'est dit, je vais utiliser un terme connoté positivement à la place du mot propagande. C'est-à-dire que la même réalité, je connais un autre mot, les gens croiront que c'est autre chose. Il a appelé ça relations publiques. Et encore aujourd'hui, vous avez des étudiants en relations publiques. En fait, si vous devez dire le vrai terme, c'est étudiant en propagande. Okay? Et le premier contrat qu'il a eu, et ça a marché du tonnerre, c'est Philip Morris, le célèbre fabricant de cigarettes. Et Philip Morris se dit, tiens, pendant la Première Guerre mondiale, on a envoyé des cigarettes aux soldats américains, donc ils se sont habitués à la cigarette. Mais le problème, c'est qu'un humain sur deux étant une femme, on a la moitié du marché à conquérir. Les femmes n'ont pas été faire la guerre, donc elles ne se sont pas habituées à la cigarette. En plus, socialement, c'est pas très bien vu. Donc, Philip Morris dit à Bernays, écoutez, là, vos trucs de relations publiques, prouvez-nous que ça marche. Et Bernays se dit, tiens, je vais utiliser quelque chose qui est connoté positivement. La cigarette, c'est vu comme négatif. Ça sent mauvais, c'est mauvais pour la santé, ça fait tousser, et c'est socialement vu comme quelque chose de viril et de macho. Bon, il réfléchit, il se dit, qu'est-ce que les gens aiment bien? À cette époque-là, qu'est-ce que les gens aimaient bien? C'était ce qu'on appelait le mouvement des suffragettes, c'est-à-dire les femmes qui luttaient pour le droit de vote aux femmes. Il s'est dit, les gens aiment bien ce mouvement-là. Et il va l'utiliser. Il va dire à des célèbres actrices, parce que les actrices hollywoodiennes, c'est aussi positivement connoté, il va dire, rendez-moi un service, il va alors évidemment les payer, et il va inviter des journalistes qui vont se rendre lors de la grande manifestation à New York des suffragettes, et il va dire aux journalistes, venez parce que de célèbres femmes vont poser un geste pour la liberté. Alors tous les journalistes viennent, etc., machin, et alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez les femmes à l'avant de la manifestation, elles prennent les longues cigarettes de l'époque,
elles disent que c'est des torches de la liberté. Et puis elles allument la cigarette. Alors c'est dans la une de tous les journaux de demain. Donc les femmes, quand elles ont vu ça, elles ont vu, attends, c'est quelque chose pour les suffragettes, c'est le symbole de la femme libre, c'est pour une cause noble. Cette cigarette-là, via ce logiciel-là, ce virus de Troie, elles n'ont pas compris l'idée qui était derrière, qui était une idée bassement matérielle, bassement économiste, faire de l'argent en tuant les poumons des gens. Donc c'est juste la base de la base. C'est une anecdote, mais c'est plus qu'une anecdote parce qu'elle ouvre le champ des relations publiques et de la manière de manipuler à travers la publicité. Et aujourd'hui, on a énormément d'exemples journalistiques où on essaie de soumettre les gens en utilisant des termes connotés pour faire passer des choses qui autrement ne passeraient pas, notamment lorsque on licencie, on ne dit pas licenciement, on dit une restructuration, lorsqu'on fait marche arrière dans les acquis sociaux, lorsque on avait des acquis, on avait d'abord les congés payés, les retraites, etc. On veut retourner en arrière, mais le retour en arrière, c'est l'archaïsme, les gens ne vont pas accepter ça. On utilise le terme réforme. Parce que, quelque part, qui est contre la réforme? Personne n'est contre la réforme. La réforme, ça veut dire qu'on est progressiste. On va utiliser l'idée de mouvement. Qui est contre le mouvement? Alors, tous les partis et les mouvements qui vont aller en arrière vont juste changer leur nom de parti en mettant mouvement ou réforme. Ici, on a le mouvement réformateur. En France, on a l'Union pour un mouvement populaire. Et donc, c'est de nouveau ce système-là de cheval de Troie, à travers des termes que les gens prennent comme tels, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un travail idéologique et que leur système de représentation évolue avec ces mots-là qui sont comme des poisons. Et on se rend compte que le comble de la soumission, c'est que les gens réutilisent ces termes-là eux-mêmes. Les victimes des politiques, elles-mêmes disent réforme, restructuration, etc. Ce qui est une forme de soumission mentale. Et à travers la soumission mentale, vous avez la soumission physique. Parce que, comme je revenais à la définition de la représentation sociale est une grille de lecture, une façon de voir le monde qui, à son tour, est une façon d'agir. C'est en fonction de ce que vous voyez, en fonction de ce que vous comprenez, que vous agissez. Alors, une chose importante, c'est que pour que ça marche, il ne faut pas dire aux gens qu'il y a ça, le système de représentation. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas à l'école. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas aux enfants. On ne dit pas qu'il y a un système de représentation, que leur cerveau est malléable. On ne leur parle pas de ces expériences-là. Très rarement, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a un travail qui consiste à faire en sorte que tout est naturel, tout est logique, et les termes sont les termes, et tout est objectif. Je vais bientôt conclure, mais pour rejoindre la question de la communauté musulmane, pour moi, il y a plusieurs emplois de termes qui sont connotés et dont parfois on ne se rend pas compte. Le terme le plus célèbre pour moi, c'est le terme modéré. D'ailleurs, dans l'interview d'hier, ou je sais pas, de Rachid Ranouchi, qui disait, il répondait à Manuel Valls. Manuel Valls avait violemment attaqué l'islam rigoriste tunisien. Et Rachid Ranouchi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les Français sont les plus proches de nous, mais ils ne comprennent pas bien. Ceux qui nous comprennent le mieux, c'est les Américains. Ils sont éloignés, pourtant ils comprennent qu'il y a l'islam radical et l'islam modéré et que nous représentons la frange modérée de l'islam. C'est extraordinaire parce que ça veut dire que vous reprenez les termes qu'utilise le dominant et quand vous réutilisez ces termes, en fait, vous avez une grille de lecture et vous agissez en fonction de cette grille de lecture. Premier acte, vous écartez le radical. Deuxième acte, vous vous modérez. Lorsque vous voyez le mot modéré collé à l'islam, ça veut dire que l'islam tout seul, c'est violent, agressif, mauvais, puisqu'il doit être modéré. Ça veut dire quoi se modérer? Lorsque je dis modère-toi dans tes propos, ça veut dire que tu utilises des termes agressifs. Si je dis modère-toi dans tes propos, c'est que tu dois commencer à te calmer, te resserrer. C'est-à-dire que l'islam en tant que tel n'est pas modéré. L'islam en tant que tel est violent, agressif, et il faut savoir rentrer dedans, il faut savoir se faire violence pour pouvoir être accepté des Américains, etc. Et je pourrais continuer longtemps, mais islam progressiste, islam féministe, islam socialiste, etc. C'est toujours... Vous collez deux termes positifs, islam c'est vu positivement, progressiste c'est vu positivement, je colle les deux, je devrais avoir quelque chose de 2 fois plus positif. Mais le fait est qu'il y a de nouveau ce système de cheval de Troie. Lorsque je vous mets dans votre tête islam progressiste, je sous-entends que l'islam en tant que tel n'est pas pour le progrès, ou qu'il y a quelque chose qui est archaïque dedans. Voilà, mais j'ai beaucoup insisté sur la façon de s'utiliser pour manipuler, etc. Il faut aussi insister, et je vais conclure sur ça, qu'à travers les termes, il y a aussi des possibilités pour nous de nous soulever. Et c'est une phrase que je cite souvent, qui était la phrase d'Étienne de la Boétie, déjà au XVIe siècle, qui disait « Regardez à travers une phrase comment vous changez les perspectives. » Il dit « Les dominants, s'ils sont grands, c'est parce que nous sommes à genoux. » Donc à travers une phrase, vous changez les perspectives. Là, vous ne voyez plus les grands comme étant grands naturellement et vous petits parce que vous êtes petits naturellement. Non, vous comprenez que
Si vous êtes à genoux, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever. Donc à travers un terme, vous semez aussi une graine qui peut émanciper, qui peut faire soulever, qui peut faire réfléchir. Et donc ma conclusion sera que la victoire et notre victoire sera sémantique ou ne le sera pas. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une victoire, et Inch'Allah il y aura une victoire, cela devra passer par les termes, cela devra passer par la réappropriation de nos propres termes, de notre propre façon de voir les choses. Et que si on veut pouvoir avoir un système de représentation adéquat, il faut être au minimum d'abord conscient qu'il y a un phénomène de représentation sociale. Barakallahu fikum. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا